Gaspard, un veuf milliardaire, a injustement renvoyé la femme de ménage. Gaspard avait 3 filles jumelles de 5 ans, Louise, Sophie et Valentine. Élise Leroy était la femme de ménage de l'hôtel particulier depuis 8 mois et avait créé un lien fort avec les 3 petites filles. Mais la petite amie de Gaspard, Camille, a monté un piège. Elle a volé un bijou de famille, trafiqué les registres d'accès et fait porter le chapeau à Élise. Gaspard a cru et a renvoyé Élise sans même écouter son explication. Mais là, les filles ont commencé à s'effondrer. Valentine a complètement arrêté de manger. Sophie se réveillait au milieu de la nuit, attendant un bruit qui ne venait plus. Et Louise, la plus silencieuse des 3, a simplement arrêté de parler. C'est alors que Sophie, l'une des filles du millionnaire, a appelé Élise au milieu de la nuit et lui a dit « Louise ne parle toujours pas. Valentine n'a plus faim de rien et moi, je me réveille et j'attends que tu entres par la porte. » Ce qu'Élise a fait après cet appel changera à jamais la vie du millionnaire et de ses filles. Partagez vos impressions en commentaire. J'aime savoir jusqu'où mes histoires voyagent. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir plus d'histoires comme celle-ci. Et, si possible, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela aide notre chaîne à grandir encore et encore. Maintenant, place à l'histoire. 8 mois avant ce moment dans la chambre de Louise, l'hôtel particulier des Beaumont était déjà exactement ce qu'il est maintenant. Une machine parfaite. Gaspard Beaumont se levait tous les jours à 5h40 du matin. Il prenait le café que la cuisinière avait laissé prêt la veille. Il lisait les rapports nocturnes des marchés asiatiques pendant que la voiture l'attendait dans le garage et sortait par la porte principale avant que l'une des filles n'ouvre les yeux. C'était l'ordre des choses. Non pas un ordre imposé avec cruauté, mais un ordre qui avait simplement grandi, comme les routines grandissent dans les maisons, où la souffrance n'avait jamais été complètement nommée. Lentement, remplissant les espaces que la vie avait laissés ouverts, transformant l'absence en habitude et l'habitude en normalité. Personne n'avait convenu que ce serait ainsi, mais personne n'avait convenu que ce serait différent. Que ce manque d'accord, trop petit pour avoir un nom, avait fait son travail en silence pendant 4 années entières. La maison avait une équipe qui fonctionnait avec une efficacité clinique. La cuisinière arrivait à 6h, les 2 nourrices arrivaient à 6h30. Le chauffeur était disponible à partir de 7h. L'aide ménagère, qui faisait le grand ménage, venait 3 fois par semaine, et Élise Leroy arrivait à 8h du matin, 6 jours par semaine, pour faire ce que toute cette équipe ne pouvait couvrir seule, les détails, les fenêtres du 2e étage, les coins des couloirs, les étagères des jouets qui devaient être réorganisés sans qu'aucun jouet ne quitte sa place exacte, car dans cette pièce, il y avait un ordre que personne n'avait enseigné aux enfants, mais que les enfants, pour une raison que personne n'avait cherchée, respectaient comme une loi. Élise est entrée dans cet engrenage, sans faire de bruit. Elle était compétente, discrète et ponctuelle. Ce n'était pas la première chose que l'on remarquait en entrant dans cet hôtel particulier. C'était exactement le type de présence auquel l'hôtel était habitué. Utile et invisible. Élise avait appris ce rôle avant d'avoir un nom pour lui. Elle avait grandi en voyant sa mère laisser les maisons des autres, exactement comme elle les avait trouvées, propres à l'intérieur, sans trace de son passage. Madame Leroy avait nettoyé des maisons pendant 20 ans, avec une dignité silencieuse que sa fille avait absorbée sans s'en rendre compte, avec la notion qu'exister dans l'espace de quelqu'un de plus puissant que vous exige une sorte d'effacement doux. Vous êtes là, mais vous n'occupez pas d'espace. Vous voyez, mais vous ne commentez pas. Vous entendez, mais vous ne retenez pas. Et Élise avait fait cela dans toutes les maisons où elle était passée depuis ses 17 ans, avec une compétence que personne ne remettait en question, car personne n'avait besoin de le faire. Le travail était fait, et elle ne dérangeait personne. Mais il y avait quelque chose en elle, petite et tenace, qui n'avait jamais complètement appris à s'effacer. Une attention aux personnes qu'elle ne parvenait pas à désactiver, même quand le travail ne le lui demandait pas. Les jumelles avaient 5 ans et vivaient à l'étage de l'hôtel particulier, comme si l'étage supérieur était un pays différent du reste de la maison. Elles avaient une chambre commune suffisamment grande pour être 3 chambres. Une salle de jeu qu'aucune des 3 n'utilisait avec la fréquence que les jouets suggéraient, et une salle de bain bleue qui sentait toujours le même shampoing aux herbes que la nourrice achetait au supermarché du coin. Leur routine était structurée comme celle de petits adultes. Petit déjeuner à 7h, école à 8h, déjeuner à midi quand elle rentrait, si cela arrivait, activité extrascolaire le jeudi. Le ballet que Sophie avait demandé d'arrêter 2 mois auparavant, mais qui était toujours à l'ordre du jour parce que personne n'avait annulé l'inscription. La natation que Valentine adorait,
et que Louise tolérait avec la patience de qui sait que certaines choses existent simplement et qu'il n'y a rien à faire. Tout était organisé, tout était prévu, tout était vide de toute chose, autre que l'exécution correcte d'un emploi du temps bien construit. Le lien entre Élise et les filles n'eut pas de début, il s'accumula. Le premier signe fut Sophie, qui un matin de mars s'arrêta dans le couloir avec son sac à dos encore sur le dos, regarda Élise, penchée, nettoyant la plainte, et demanda avec le sérieux de qui pose une vraie question. « Vous aimez nettoyer ?» Élise s'arrêta, regarda la fille et répondit avec la simplicité honnête qu'elle utilisait quand il n'y avait aucune raison d'être autre chose. « Certaines parties me plaisent. Quand ça brille, c'est joli. » Sophie resta une seconde à traiter cela. Puis elle hocha la tête comme qui enregistre une information pertinente et partit pour le petit déjeuner. C'était une petite conversation, du genre que les adultes ont et oublient en quelques minutes. Mais Sophie n'oublia pas. 3 jours plus tard, elle revint avec une autre question sur le nettoyage, et puis une autre, et puis encore une. Et Élise réalisa, sans que cela devienne une pensée consciente, qu'une fille de 5 ans voulait vraiment lui parler. Valentine vint ensuite avec un style complètement différent. Elle ne posait pas de questions, elle apparaissait. Elle était quelque part, et soudain elle était là où Élise était aussi, sans demander la permission, sans expliquer le motif, avec la naturelle de qui a simplement décidé que cette présence faisait partie du monde. Et c'est tout. La première fois que cela arriva, Élise regarda autour d'elle, espérant qu'une nourrice apparaîtrait pour rediriger l'enfant. Personne n'apparut. Valentine resta debout à côté d'elle pendant environ 10 minutes, pendant qu'elle nettoyait les fenêtres, observant le mouvement du chiffon sur la vitre, avec l'attention concentrée de qui apprend quelque chose d'important. Puis elle dit « Vous ne chantez pas en travaillant ?» Élise répondit que non. Valentine dit « Ma maman chantait », et elle partit avant qu'Élise ne puisse répondre. Ce morceau de phrase resta suspendu dans le couloir, petit et lourd, comme seules les choses que les enfants disent, sans savoir à quel point elles en disent, peuvent l'être. Louise tarda davantage. C'était la plus silencieuse des 3, celle qui s'approchait le moins, celle qui observait de loin avec ses grands yeux sombres qui voyaient plus que les adultes autour ne pouvaient percevoir. Élise remarqua que la petite fille la suivait du regard lorsqu'elle se croisait dans les couloirs, non pas avec une curiosité ouverte, mais avec l'attention prudente de quelqu'un qui n'a pas encore décidé si elle peut faire confiance. Élise ne força pas, ne chercha pas l'approche, n'essaya pas d'être sympathique d'une manière qui sonnerait faux, ne fit pas ce que les adultes font habituellement quand ils veulent que les enfants les aiment. Elle n'exagérait pas. Elle continua simplement à être ce qu'elle était à l'endroit où elle se trouvait, faisant ce qu'il y avait à faire. Et Louise, avec la logique patiente que seuls les enfants très calmes développent, s'approcha. D'abord, elle resta dans la même pièce, puis du même côté de la pièce. Puis un jour, elle s'assit par terre à 2 mètres d'Élise pendant qu'elle nettoyait et resta là en silence, comme si c'était l'endroit le plus sûr qu'elle avait trouvé ce jour-là. Gaspard voyait peu de tout cela, non pas parce qu'il ne s'en souciait pas, mais parce que voir exigerait d'être là, et être là exigerait une disponibilité qu'il avait appris à ne pas avoir depuis le jour où Anne est morte et l'a laissée seule avec 3 bébés d'1 an et un deuil qui n'a jamais trouvé l'espace approprié pour ce deuil. Manifester. Le bureau du 2e étage avait des fenêtres en verre dépoli. Elle laissait entrer la lumière, mais pas l'image de ce qu'il y avait dehors. C'était une métaphore que la maison avait construite d'elle-même, sans que personne ne le demande. Gaspard savait que les filles existaient, savait qu'elles étaient prises en charge. Il révisait les rapports des nourrices chaque semaine avec l'attention méticuleuse d'un gestionnaire évaluant une équipe. Et les rapports disaient que les filles mangeaient bien, dormaient bien, allaient bien à l'école, ne présentaient pas de problèmes de comportement. Tout était dans les normes, tout était dans ce que l'argent pouvait garantir. Et Gaspard, qui était très doué pour croire aux chiffres, quand les chiffres disaient ce qu'il avait besoin d'entendre, croyait aux rapports. Il y avait des signes. Il y avait toujours des signes dans ces semaines avant que tout ne change, mais c'était le genre que l'on ne reconnaît qu'après, quand l'histoire est déjà passée, et que l'on peut regarder en arrière, et voir ce qui était là tout le temps. Louise, qui parfois restait immobile devant la photo de sa mère dans le couloir, avec une expression qui n'était pas exactement de la tristesse, mais qui n'était pas autre chose non plus. Valentine, qui les soirs de tempête frappait à la porte de la chambre des nourrices, pas à celle de son père, car elle avait appris sans que personne ne l'enseigne où se trouvait la chaleur disponible. Sophie, qui dans ses carnets de dessin à l'école, avait commencé à dessiner des familles où il y avait toujours une figure qui restait en dehors du cercle, séparée des autres, sans que le trait ne la connecte à personne. Aucune nourrice n'avait jugé cela suffisamment préoccupant
pour le mentionner dans le rapport. Aucun rapport n'était parvenu à Gaspard avec un langage qui aurait dû déclencher l'alarme. Et la maison continuait de fonctionner, ponctuelle et silencieuse, tandis qu'à l'intérieur, 3 filles de 5 ans apprenaient, avec une compétence qui faisait mal à voir, à ne pas trop attendre de personne. Ce fut Sophie qui découvrit la première qu'Élise savait siffler. Cela arriva un mercredi matin dans un couloir du 2e étage, tandis qu'Élise passait le chiffon humide sur la plinthe avec ce mouvement rythmé et constant qui avait quelque chose d'hypnotique. Sophie apparut dans le couloir en pyjama, les cheveux encore ébouriffés par l'oreiller, et resta immobile à observer. Élise ne s'en rendit pas compte immédiatement. Elle sifflait doucement, sans intention, la mélodie d'une chanson que sa mère avait l'habitude de chanter en étendant le linge sur la corde à linge de l'appartement du quartier populaire. Quand elle aperçut la petite fille, elle s'arrêta, mais Sophie fit un pas en avant, les yeux grands ouverts. « Ne t'arrête pas !» Et Élise, sans comprendre complètement pourquoi, ne s'arrêta pas. Elle continua à siffler en nettoyant. Et Sophie resta assise par terre dans le couloir, écoutant avec une attention qui n'était pas celle d'un enfant assistant à un tour de magie. C'était celle d'un enfant reconnaissant quelque chose dont il avait besoin et qu'il ne savait pas encore nommer. Dans ce couloir, entre le son et le silence, quelque chose commença. Valentine résolut les choses à sa manière, qui était la seule manière qu'elle connaissait, franchement et sans détour. Un après-midi où le jardin baignait dans cette lumière dorée que le crépuscule donne aux choses, quand le soleil est sur le point de partir, Valentine arriva en courant vers Élise, les mains sales de terre et un insecte enfermé dans une boîte d'allumettes qu'elle avait trouvée dans la chambre du jardinier. Elle voulait connaître le nom de l'insecte. Élise regarda. Elle dit qu'elle pensait que c'était une punaise. Valentine fronça les sourcils et demanda si la punaise mordait. Élise dit que ça dépendait. Valentine demanda de quoi cela dépendait. Et pendant 20 minutes, dans le jardin où il n'y avait pas de bruit d'enfant auparavant, Élise et Valentine restèrent accroupies dans la terre, examinant l'insecte avec le sérieux de 2 chercheuses, face à une découverte. La nourrice les observa de la fenêtre sans intervenir, sans très bien comprendre ce qui se passait, mais sans déranger. Louise était différente. Louise n'arrivait pas. Elle apparaissait comme si l'espace où Élise se trouvait se mettait simplement à l'inclure, sans qu'aucune des deux n'ait besoin de négocier cela. Élise perçut le schéma petit à petit. Chaque fois qu'elle entrait dans une pièce où se trouvait Louise, la petite fille changeait de position sans que cela ne semble un changement. Elle s'approchait un peu, restait dans le rayon où l'odeur d'Élise arrivait, où le son de sa respiration arrivait. Elle ne touchait pas, ne parlait pas, elle restait simplement. Et Élise, qui avait appris toute sa vie à ne pas occuper d'espace où elle n'était pas invitée à occuper, apprit là une chose nouvelle, que parfois être invité ne sonne pas comme des mots, ça sonne comme une enfant qui choisit le même coin de la chambre que vous avez choisi et reste là, calme, comme si, dans cet endroit précis, le monde était un peu plus sûr qu'ailleurs. Les jours s'accumulaient avec cette vitesse silencieuse que seuls les jours importants ont. Élise commença à remarquer que les filles créaient des prétextes pour être là où elle était. Sophie apparaissait avec un carnet demandant à Élise de dessiner avec elle. Valentine arrivait avec une question qui n'était clairement pas la vraie question. C'était l'excuse pour la conversation. Et Louise, sans aucun prétexte, restait simplement. Élise répondait à ce qui était demandé, sans jamais exagérer, sans créer d'attentes qu'elle ne pouvait pas maintenir, sans promettre des choses que le monde des maisons d'autrui ne lui permettait pas de promettre. Mais il y avait en elle une bienveillance qui n'avait pas besoin de promesses pour être reconnue par les filles. C'était le genre de présence que l'on sent avant de comprendre, le genre de chaleur qui n'a pas besoin d'annoncer son existence pour être réelle. Et les filles, qui en savaient beaucoup sur l'absence, reconnurent cette présence avec une précision qu'aucun adulte autour ne pouvait voir. Ce fut un matin de forte pluie que la nourrice Denise remarqua quelque chose et n'aimait pas ce qu'elle remarqua. Élise était dans la salle de jeu, organisant les livres sur l'étagère la plus haute, lorsque les 3 filles entrèrent en même temps, chacune avec une petite serviette de toilette à la main. Elles s'étaient levées, avaient pris leur bain et étaient allées chercher Élise avant le petit déjeuner. Denise apparut à la porte quelques secondes plus tard, le visage tendu par la surprise de qui vient de réaliser que quelque chose s'est passé sans qu'elle le sache. Les filles serrèrent les jambes d'Élise avec une naturelle qui n'était pas une performance, c'était une habitude. Et l'habitude signifiait que cela se passait depuis assez longtemps pour être devenu une routine. Denise ne dit rien à ce moment-là, mais elle regarda d'une manière qui n'était pas neutre. Et Élise, qui savait lire les regards avec la compétence de qui a passé sa vie entière à être lu par eux, comprit que ce regard était un signe.
La cuisinière fut la première à dire tout haut ce que d'autres ne faisaient que penser. C'était dans la cuisine, lors d'une conversation qui avait commencé à propos du menu du déjeuner et qui, par un chemin qu'Élise n'avait pas entièrement suivi, arriva à un endroit différent. La cuisinière était une femme de 50 ans, avec des opinions arrêtées sur la façon dont les choses devaient fonctionner dans des maisons comme celle-ci. Et l'une de ses opinions était que chaque personne devait savoir exactement quelle était sa place. Elle dit, sans regarder directement Élise, que les filles avaient besoin de limites claires, qu'un petit enfant s'attachait vite et se blessait vite, qu'il n'était pas juste de créer un lien qui ne durerait pas. Élise écouta, ne répondit pas, mais il y avait quelque chose dans ces mots qui s'accrocha à elle d'une manière qui ne la quitta plus, non pas parce qu'ils étaient cruels, mais parce qu'ils touchaient à une vérité qu'elle-même savait déjà et qu'elle avait évitée. Elle ne pouvait pas être permanente, et les filles comptaient déjà sur elle comme si elle l'était. L'incident qui changea le ton de tout arriva un vendredi après-midi. Camille était arrivée plus tôt que prévu, avec cette ponctualité stratégique qu'elle utilisait quand elle voulait trouver la maison dans un état qui n'était pas l'état de réception. Elle trouva Valentine assise sur les genoux d'Élise sur le canapé du salon, avec un livre ouvert devant elle d'eux. Ce n'était pas une lecture formelle, ce n'était pas une activité programmée, il n'y avait pas de nourrice pour superviser. C'était simplement une petite fille sur les genoux d'une femme, écoutant une voix qu'elle reconnaissait comme sûre. Camille resta immobile sur le seuil du salon pendant environ 3 secondes. Assez de temps pour enregistrer, pour calculer, pour décider. Puis elle entra avec le sourire bien en place et dit « Salut Valentine », avec une joie qui sonnait exactement comme les choses sonnent quand elles sont construites et non ressenties. Valentine répondit sans lever les yeux du livre. Élise ferma le livre doucement et souleva Valentine de ses genoux avec précaution. Et Camille enregistra toute cette scène sans se presser pour l'utiliser le moment venu. Ce soir-là, Camille resta dîner. C'était une de ces situations où la grande table de l'hôtel particulier, avec sa capacité à accueillir 8 personnes confortablement, semblait étrange avec seulement 5, Gaspard, Camille et les 3 filles à leur place sur le côté gauche. Gaspard était plus présent que d'habitude, en partie parce que la réunion annulée de l'après-midi lui avait rendu un après-midi entier qu'il ne savait comment remplir. Il observa les filles. Il observa Camille essayant de leur parler de l'école. Il observa que Valentine répondait par des monosyllabes, sans que ce soit de l'impolitesse. C'était simplement le niveau d'intérêt auquel elle pouvait accéder. Et puis, sans que personne ne s'y attende, Sophie demanda avec le sérieux de qui pose une vraie question. « Élise dînera-t-elle avec nous un jour ?» Le silence qui suivit dura moins de 2 secondes. Camille remplit ce silence d'un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Gaspard ne répondit pas, et la question resta en suspens au-dessus de la table, comme quelque chose qui ne peut être répondu, mais qui ne peut non plus être oublié. Élise commença à percevoir qu'il y avait un nouveau poids dans ses jours à l'intérieur de l'hôtel particulier. Ce n'était pas le poids du travail. Le travail était le même que d'habitude. Les mêmes pièces, les mêmes routines, les mêmes horaires. C'était le poids de savoir qu'elle était observée d'une manière différente qu'auparavant. Camille la saluait avec une courtoisie impeccable, qui n'avait rien de la courtoisie et tout de l'évaluation. La nourrice Denise avait commencé à apparaître dans les pièces où Élise et les filles étaient ensemble avec une fréquence qui n'était pas naturelle. Et Élise, qui avait appris à ne pas attirer l'attention sur elle dans des espaces qui n'étaient pas les siens, commença à sentir que l'attention l'avait trouvée de toute façon, sans qu'elle l'ait demandé. Il y avait quelque chose qui bougeait autour d'elle, qu'elle ne parvenait pas à nommer complètement, mais qu'elle reconnaissait par sa texture, parce qu'elle l'avait déjà senti auparavant. La texture de quand quelqu'un décide que vous êtes un problème avant d'avoir une raison réelle pour cela. Le moment où Élise comprit qu'elle avait franchi une ligne qu'elle ne pourrait plus franchir, fut un après-midi de mardi ordinaire. Louise avait mal dormi la nuit précédente, un cauchemar selon la nourrice, et était trop silencieuse, avec cette lourde quiétude qu'Élise savait déjà distinguer de la quiétude normale de la petite fille. Sans réfléchir, sans calculer, simplement parce que c'était ce qu'il y avait à faire. Élise arrêta ce qu'elle faisait, s'assit par terre à côté de Louise, et resta là. Elle ne dit rien, n'essaya pas de la remonter le moral, ne posa pas de questions, n'offrit pas de jouets. Elle resta. Et Louise, avec l'instinct précis des enfants qui ont appris à mesurer la qualité du silence des personnes, posa sa tête sur l'épaule d'Élise, avec une confiance si totale qu'il semblait qu'elle rentrait à la maison. Ce fut ce moment que Camille découvrit en entrant dans la pièce sans prévenir. Et ce fut ce moment simple et absolument dévastateur dans son innocence, qu'elle photographia dans sa propre mémoire, avec la froideur de qui sait déjà ce qu'elle va faire de ce qu'elle a vu. Camille Borges ne commit pas l'erreur d'agir vite. Elle ne commettait jamais cette erreur.
Ce qui la rendait dangereuse n'était pas l'impulsivité. C'était exactement le contraire, la capacité d'attendre, d'observer, de laisser la situation mûrir jusqu'au point exact où une pression chirurgicale suffirait à la faire tomber. Elle avait stocké la scène du couloir. Louise, la tête sur l'épaule d'Élise, la quiétude de ce moment, l'intimité qu'aucun argent n'avait achetée, avec la précision de qui sait que les souvenirs sont une monnaie, et que cette monnaie, utilisée au bon moment, achète ce qu'aucun argument n'achète. Elle passa les jours suivants avec un sourire en place, fréquentant l'hôtel particulier avec une régularité qui paraissait naturelle, conversant avec Gaspard sur la rénovation du jardin et sur les emplois du temps des filles, avec l'intérêt calculé de qui pratique le rôle de future belle-mère, sans jamais révéler que c'est exactement ce qu'elle fait, pratiquer. Il y avait un bijou dans un tiroir du bureau de Gaspard. Ce n'était pas la pièce la plus précieuse de la maison en termes financiers, mais c'était la plus précieuse dans un autre sens. Le seul qui importait vraiment. Il appartenait à sa mère, une femme qui était morte quand Gaspard avait 16 ans et qu'il avait gardé pendant 22 ans. Comme si garder cela, c'était garder quelque chose d'elle. Une vieille broche en or blanc, avec une petite pierre bleue au centre, sans aucune valeur marchande qui justifierait le poids qu'elle portait. Gaspard ne parlait jamais de la broche, ne la montrait jamais. Mais le tiroir où elle se trouvait était le seul tiroir de la maison qu'il ouvrait avec précaution, comme quelqu'un qui sait qu'il y a quelque chose de fragile de l'autre côté. Camille l'avait remarqué. Elle avait remarqué la façon dont ses doigts hésitaient une seconde avant de refermer le tiroir. Et elle avait décidé, avec la froideur de qui connaît la valeur des choses par les gestes qui les entourent, que ce serait la pièce qu'elle utiliserait. La disparition ne se produisit pas d'un coup. Camille était trop intelligente pour cela. D'abord, la broche fut déplacée de quelques centimètres à l'intérieur du tiroir, juste assez pour que si Gaspard cherchait, il la trouvât, mais à un endroit légèrement différent de l'endroit habituel, semant un doute petit et presque invisible. Ensuite, lors d'une autre visite, elle fut déplacée dans un autre tiroir du même meuble. Camille avait accès au système de contrôle d'entrée et de sortie des employés. Un détail technique que personne n'avait remis en question, car elle l'avait présenté comme une mesure de sécurité raisonnable des mois auparavant, à un moment où la confiance était suffisante pour que personne ne demande de justification. Grâce à cet accès, elle a ajusté le registre d'un après-midi spécifique. Elle a créé 1 heure d'entrée d'Élise dans une pièce où elle avait été, mais l'a allongée artificiellement pour inclure les minutes pendant lesquelles la broche avait été déplacée pour la dernière fois. Rien qui criait, tout qui murmurait. Gaspard remarqua l'absence de la broche un dimanche matin. Il cherchait un document dans un tiroir voisin lorsque son regard, par habitude, se porta sur ce tiroir spécifique et que l'ouverture révéla ce qu'elle n'aurait pas dû révéler, le vide où l'objet avait toujours été. Il resta à regarder un moment plus longtemps qu'il n'aurait fallu pour simplement confirmer qu'il n'était pas là. Puis il referma le tiroir lentement, n'appela personne, ne dit rien. Mais il y avait quelque chose sur son visage à cet instant, cette ligne horizontale, entre les sourcils que les filles connaissaient, comme le signe que leur père portait, quelque chose qu'ils ne savaient pas comment déposer, qui disait tout ce qu'ils ne prononçaient pas. La maison continua de fonctionner autour de ce silence, comme si elle n'avait rien remarqué. Mais le silence était là, grandissant autour d'un espace vide dans un tiroir qui n'avait jamais été vide auparavant. Camille choisit le moment avec la précision de qui a répété. Ce fut un après-midi où Gaspard était rentré plus tôt que d'habitude et était dans le salon avec une fatigue visible qui le rendait plus perméable que la normale. Elle entra avec une tasse de café, s'assit dans le fauteuil à côté de lui et commença la conversation sous un angle complètement différent. Elle parla de la rénovation, des projets après le mariage, d'une nouvelle école qu'elle avait recherchée pour les filles l'année suivante. Ce n'est qu'alors, avec le naturel de qui mentionne quelque chose en passant, qu'elle dit avoir remarqué des choses qu'elle ne savait pas si elle devait commenter, qu'elle ne voulait pas passer pour la personne qui crée des problèmes là où il n'y en a pas, mais qu'il y avait un détail dans le registre d'accès des employés qu'il avait laissé, mal à l'aise, et qu'elle préférait le mentionner tout de suite, avant que cela ne prenne plus d'ampleur que nécessaire. Elle prononça le nom d'Élise avec une neutralité qui était la chose la plus calculée qu'elle ait dite jusqu'alors. Élise ne sut pas immédiatement ce qui se construisait contre elle. Ce qu'elle sut, c'est que quelque chose avait changé dans la manière dont l'hôtel particulier la recevait. Ce n'était rien que l'on puisse pointer directement du doigt. Il n'y avait pas de froideur déclarée, pas de nouvelles instructions, pas de mots qui vaillent comme preuve. C'était une texture différente dans l'air. La cuisinière, qui auparavant la saluait avec la brièveté naturelle de qui partage un espace de travail, se mit à la saluer avec une brièveté différente,
celle qui contenait une distance implicite. La nourrice Denise avait cessé d'apparaître dans les pièces où Élise et les filles étaient ensemble, et cette absence était étrangement plus troublante que la présence vigilante d'avant, car une telle absence signifiait que le jeu avait changé de phase, et qu'elle ne savait pas encore vers quelle phase il avait évolué. Élise nettoyait les couloirs avec le même soin que d'habitude, mais il y avait une nouvelle attention en elle. Le genre d'attention que le corps développe quand il s'aperçoit que le sol a changé sans que personne ne prévienne. Les filles ne savaient rien de tout cela. Elles vivèrent complètement dans leur propre monde, qui était le monde d'Élise. Des histoires qu'elle racontait en pliant les vêtements, de l'odeur qu'elle laissait dans le couloir en passant le produit sur le sol, de la main qu'elle tendait sans rien demander en retour. Sophie avait commencé à enseigner à Élise les chansons qu'elle apprenait à l'école, inversant les rôles d'une manière que les deux trouvaient complètement naturelle. Valentine avait décidé qu'Élise devait connaître tous les insectes du jardin et menait cette mission avec une rigueur scientifique qui était entièrement la sienne. Et Louise avait commencé à laisser de petites pierres à l'endroit où Élise posait le seau de nettoyage. Des pierres qu'elle choisissait avec soin dans le jardin, les plus rondes, les plus lisses, comme des cadeaux qui n'avaient pas besoin d'être emballés, ni de mots pour communiquer tout ce qu'ils avaient besoin de communiquer. Élise gardait chaque pierre dans la poche de son tablier, sans rien dire. Et ce geste simple valait plus que tout ce que l'hôtel particulier lui avait offert depuis des mois. Ce fut un mercredi après-midi que Gaspard appela Élise au bureau. Elle le sut avant d'entrer par la porte. Non pas parce que quelqu'un l'avait dit, non pas parce qu'il y avait un signe visible. Elle savait parce qu'elle avait appris à savoir, avec tout son corps, la différence entre être appelé pour une tâche et être appelé pour un dénouement. Gaspard était debout quand elle entra, ce qui était inhabituel. Et il y avait une rigidité en lui qu'elle reconnaissait non pas comme de la colère, mais comme celle de quelqu'un qui est sur le point de dire une chose difficile, et qui a choisi de rester debout pour avoir plus de contrôle que la position assise ne lui donnerait. Il y avait une tablette sur la table avec un écran ouvert qu'elle ne pouvait pas lire de la distance où elle se trouvait. Gaspard commença à parler de confiance, de responsabilité, d'un objet qui avait disparu et d'un registre d'accès qui créait un chevauchement d'horaires qu'il ne pouvait pas expliquer autrement. Chaque mot était mesuré. Aucun n'était faux en soi. Mais la somme de ceux-ci formait une accusation qui tenait dans un silence. Et ce silence tomba sur Élise avec le poids de quelque chose qu'elle avait déjà porté auparavant. Élise ne se défendit pas, non pas parce qu'elle ignorait son innocence. Elle le savait, avec la clarté de qui n'a aucun doute sur ses propres actes. Elle ne se défendit pas parce qu'elle avait appris, en des années de travail dans des maisons qui n'étaient pas les siennes, qu'une défense sans preuve sonne comme une dénégation. Et une dénégation sans preuve sonne comme une culpabilité. Et la culpabilité dans un bureau comme celui-là était déjà décidée avant même que vous n'ouvriez la bouche. Il y avait un calcul en cours à l'intérieur d'elle à ce moment-là, rapide et froid, comme seuls les calculs de survie peuvent l'être. Si elle insistait, si elle élevait la voix, si elle exigeait une enquête, elle serait l'employée à problème qui a fait une scène. Et cette étiquette la suivrait dans les maisons suivantes. Si elle acceptait en silence, elle perdrait son emploi, perdrait sa dignité, mais elle partirait sans la marque de la dispute. Ce qu'elle ne calculait pas encore, parce que cela ne tenait pas encore entièrement dans sa conscience, c'était ce que son départ ferait à Louise, à Sophie, à Valentine. Ce poids viendrait plus tard. Il viendrait la nuit seule dans la chambre qu'elle partageait dans le quartier populaire, avec la force des choses que l'on repousse tant que l'on doit fonctionner. Gaspard la congédia, avec une semaine de préavis et un mois d'indemnité, ce qui était généreux d'un point de vue financier et dévastateur de toutes les autres manières. Élise sortit du bureau et se dirigea directement au 2e étage, non pas pour dire au revoir aux filles. Elle avait pris cette décision dès le seuil du bureau, avec la rapidité et la douleur des décisions que l'on prend pour protéger et qui font mal en même temps. Mais pour terminer ce qu'il y avait à terminer ce jour de travail, car partir au milieu était une négligence qu'elle ne se permettait pas, même dans les pires circonstances. Elle nettoya les couloirs avec le même soin que d'habitude. Elle plia les vêtements qu'elle avait mis de côté pour le repassage. Elle laissa les petites pierres de Louise à l'endroit où elle se trouvait toujours et partit par la porte de service, sans qu'aucune des filles ne la voie sortir, car les filles étaient à l'école. Et cette coïncidence d'horaire fut la seule chose que le jour lui donna sans lui en faire payer le prix. Le vide qu'Élise laissa ne fut pas immédiat. Il fallut un jour pour qu'il commence à exister d'une manière que l'hôtel particulier ressentit. Valentine fut la première. Elle rentra de l'école, parcourut les pièces de l'étage supérieur, avec une vitesse que les nourrices interprétèrent d'abord comme une énergie normale de fin d'après-midi, puis comprirent que c'était une recherche. Elle ne la trouva pas.
Elle demanda où était Élise avec la directivité de qui attend une réponse simple. Et quand la nourrice lui dit qu'elle ne travaillait plus ici, Valentine resta absolument silencieuse pendant 2 secondes entières, ce qui pour Valentine était une éternité. Et puis elle dit d'accord d'une voix qui n'allait pas bien du tout et alla s'asseoir seule dans le jardin. Sophie fut plus silencieuse, s'arrêta à la porte de la pièce où Élise nettoyait habituellement et resta à regarder l'espace, comme quelqu'un qui essaie de comprendre pourquoi un endroit qui a toujours eu une odeur spécifique n'en a soudainement plus. Et Louise, qui avait passé des semaines à se rapprocher, fit simplement machine arrière. Elle retourna au centre de la chambre, retourna à la position du début de tout, retourna au silence qu'Élise avait mis des mois à défaire. Gaspard voyait ce qui arrivait aux filles, et il y avait en lui quelque chose qui reconnaissait ce silence, non pas comme un père, mais comme quelqu'un qui, lui aussi, était resté trop silencieux après avoir perdu quelqu'un. Mais reconnaître n'était pas la même chose qu'agir. Et il y avait une distance entre le malaise qu'il ressentait et la question que ce malaise exigeait qu'il pose. Une question qui impliquait d'admettre qu'il avait être commis une erreur dans une décision qu'il avait prise sur la base d'arguments qui maintenant, avec le silence de Louise résonnant dans le couloir, commençaient à paraître moins solides qu'il ne l'avait paru dans le bureau. Camille avait déjeuné à l'hôtel particulier cet après-midi-là et avait tenté de s'asseoir avec les filles dans le jardin. Ensuite, Valentine l'avait regardé avec la courtoisie distante de qui a été élevé pour ne pas être impoli. Sophie avait répondu aux questions sans en poser, et Louise n'avait même pas levé les yeux. Gaspard observa cette scène depuis la fenêtre de son bureau, les mains dans les poches, et une petite certitude inconfortable, grandissant dans sa poitrine qu'il ne savait pas encore ce qu'elle était, mais qui commençait silencieusement à ressembler à la vérité. Élise Leroy avait appris toute sa vie que certains appels téléphoniques changent le sol sous vous avant même de raccrocher. Le téléphone qui sonna cette nuit de mardi était le numéro d'une nourrice qu'elle n'avait pas enregistré, mais qu'elle reconnut grâce à l'indicatif régional. Elle décrocha, s'attendant à tout, un objet oublié, une formalité de licenciement, un message bureaucratique que la vie envoie parfois, comme s'il était possible de clore certaines choses par un seul appel. Ce n'était rien de tout cela. C'était la voix de Sophie, petite et sérieuse, avec cette précision de mots que la petite fille utilisait quand elle parlait vraiment, et non pas en conversation. Elle dit juste ce qu'elle avait besoin de dire. Sans détour et sans drame, Louise ne parle toujours pas. Valentine n'a plus faim de rien et moi, je me réveille la nuit et j'attends un bruit qui ne vient pas. Puis elle resta en silence pendant 2 secondes, comme si elle savait qu'elle avait dit assez, et raccrocha avant qu'Élise ne trouve les mots pour répondre. La petite chambre du quartier populaire devint soudain très silencieuse autour d'elle, avec la lumière jaune de la lampe de chevet faisant de l'ombre sur tout, et le bruit de la rue dehors, existant comme si le monde n'avait pas soudainement changé de taille. Élise resta assise au bord du lit pendant un temps qu'elle ne put mesurer. Elle ne pleura pas, ne rappela pas, resta juste avec le téléphone dans les mains, et ses phrases petites et dévastatrices, occupant tout l'espace en elle. Elle connaissait Louise, elle connaissait chaque variation du silence de la petite fille avec une intimité qui n'avait pas besoin de mots pour fonctionner. Elle avait passé des mois entiers à apprendre la différence entre le silence de Louise quand elle allait bien et le silence de Louise quand elle était perdue. Et ce que Sophie avait décrit était le deuxième type, le type lourd, celui qui ne passe pas seul. Il y avait sur la table de chevet une feuille pliée avec l'adresse et l'heure d'un entretien prévu pour jeudi. Une maison à Neuilly-sur-Seine, une famille avec 2 enfants, un salaire meilleur que celui de l'hôtel particulier des Beaumont, une distance raisonnable de son quartier, une sortie propre, un nouveau départ, tout ce que toute personne en situation saine conseillerait. Elle regarda la feuille un instant, puis regarda le téléphone et sut, avec la clarté tranquille des choses qui n'admettent pas de discussion, qu'il n'y avait pas de choix à faire. Il y avait juste ce qui était et ce qui n'était pas possible de vivre avec. La décision n'était pas héroïque. L'héroïsme suppose une narration qu'Élise ne construisait pas sur elle-même. C'était simplement ce qui se passait quand on mettait sur la même balance la sécurité professionnelle et le silence d'une petite fille de 5 ans qui avait arrêté de parler, et la balance n'hésita pas une seconde. Elle se leva du lit sans hâte, alla à l'armoire, sortit le jean et le simple chemisier qu'elle portait les jours non travaillés et s'habilla avec le soin de qui se prépare à quelque chose d'important. Elle ne prit pas l'uniforme bleu. Il y avait quelque chose dans ce geste qu'elle ne nomma pas, mais qui existait. Elle n'allait pas en tant qu'employée, elle n'avait pas d'emploi où aller. Elle y allait en tant qu'Élise, ce qui était la seule chose qu'elle avait toujours été, même quand l'uniforme, le seau et le chiffon rendaient cela plus difficile à voir pour les gens autour.
Sa colocataire dormait dans l'autre coin de la chambre, avec la respiration lente de ceux qui ne savent pas que le monde de quelqu'un se réorganise à 2 mètres de distance. Élise prit son sac, ferma la porte doucement pour ne réveiller personne, et sortit dans le couloir sombre de l'appartement, comme quelqu'un qui a déjà pris une décision et ne fait que s'y conformer. Le bus qui allait vers le quartier de l'hôtel particulier, à cette heure de la nuit, était presque vide. Élise s'assit près de la fenêtre et regarda la ville, passant avec cette impersonnalité que les villes ont à l'aube quand elles retirent les gens de la rue et ne restent qu'avec les lumières. Elle pensa aux conséquences avec la froideur nécessaire que de tels moments exigent. Si Gaspard la trouvait en train d'essayer d'entrer dans l'hôtel particulier après le licenciement, il avait tout à fait le droit d'appeler la sécurité, d'enregistrer une plainte, de construire une nouvelle et encore pire narration à son sujet. Si Camille était là, et il y avait une chance raisonnable qu'elle le soit, car Camille fréquentait l'hôtel particulier avec cette régularité de qui le considérait déjà sien, la situation pourrait dégénérer de manière qu'Élise ne pourrait contrôler. L'entretien de jeudi serait compromis si quelque chose tournait mal. Sa réputation dans les prochaines maisons dépendait de ce que personne ne puisse dire qu'elle avait fait une scène, qu'elle avait été problématique, qu'elle avait franchi des limites. C'était tout ce qu'elle avait. C'était le seul capital qu'aucune Camille ne pouvait lui prendre avec un accès au système et une mémoire comme monnaie. Et elle était prête à risquer tout cela parce qu'une petite fille avait cessé de parler et une voix de Sophie disait « Louise ne parle toujours pas avec ce sérieux de qui ne demande pas, mais raconte ». Il n'y avait plus de raisonnement possible après cela. Elle arriva à la porte de service de l'hôtel particulier lorsque l'horloge de son téléphone affichait 20h37. La rue était silencieuse. Le jardin à l'intérieur, visible par le bas mur de ce côté de la propriété, avait cette perfection immobile de toujours. Les arbustes sombres contre le ciel de la ville, le chemin de pierre blanche captant la faible lumière disponible. Élise resta immobile sur le trottoir un instant. Non pas d'hésitation. L'hésitation était restée dans le bus. Elle avait été traitée et laissée derrière elle. C'était le genre de pause que les gens font avant les choses importantes. Non pas parce qu'ils doutent, mais parce qu'ils savent qu'après ce moment, l'avant et l'après sont des choses différentes et qu'il vaut la peine d'exister un instant à cette frontière avant de la traverser. Elle sonna à la sonnette de l'entrée de service. Le son était court et métallique. Il y eut un silence de l'autre côté, puis des pas. La porte s'ouvrit avec la prudence de qui n'attendait pas de visite à cette heure. Et la personne qui ouvrit, l'un des gardes de nuit qu'elle connaissait de vue, mais pas de nom, la regarda avec une expression entre la reconnaissance et le doute. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, de l'intérieur de la maison, venant du couloir qui menait au 2e étage, arriva la voix de Valentine. « Qui est là ?» Et puis, le son de 3 paires de pieds courants. Ce n'était ni une coïncidence ni de la magie. C'était simplement que les filles se réveillaient au moindre bruit inhabituel. Depuis des semaines, leur corps avait développé cette hypervigilance que les enfants développent lorsque le monde autour d'eux a cessé d'être prévisible. Et le son de la sonnette de la porte de service, qui avait une fréquence différente de celle de la porte principale, leur était parvenu par le couloir, avec cette clarté que les sons ont dans les maisons silencieuses. Le garde tenait toujours la porte entr'ouverte lorsque Valentine arriva la première dans le couloir de service, en pyjama à pois et les cheveux en bataille, et resta paralysée pendant exactement 1 seconde qui sembla une année entière. Puis elle courut. Sophie arriva juste derrière avec l'expression de qui était encore en train de comprendre si c'était réel ou le genre de rêve dont elle se réveillait à 3 heures du matin. Louise. Louise arriva en dernier, lentement, les pieds nus sur le sol froid du couloir, et resta immobile à 2 mètres d'Élise, avec ses grands yeux qui voyaient plus que n'importe quel adulte autour, évaluant avec la sagesse tranquille de qui avait besoin d'être sûr avant de se laisser aller. Élise s'abaissa au niveau des yeux des filles, sans entrer, toujours sur le seuil, et ouvrit les bras sans rien dire. Et Louise, avec le même geste lent et dévastateur que la première fois, avança. Quand elle arriva à l'étreinte, elle ouvrit la bouche et d'une voix petite et rauque, à force de ne pas avoir été utilisée, sortit une seule syllabe. « Élie !» Le garde ne savait pas quoi faire. La scène n'était dans aucun protocole. Il y avait une femme renvoyée à la porte de service, avec 3 enfants accrochés à elle en pleurs. L'une d'elles prononçant un mot pour la première fois depuis des semaines. Et du haut de l'escalier intérieur, Gaspard Beaumont était apparu en silence, en pyjama, avec une expression que le garde n'avait jamais vue sur le visage de son patron, et qu'il ne sut nommer, mais qui était l'expression d'un homme qui voit la preuve d'une erreur qu'il ne peut faire semblant de ne pas avoir commise. Gaspard ne descendit pas immédiatement, il resta immobile sur l'escalier, regardant cette image.
Élise, à genoux sur le sol de service. Valentine avec les bras autour de son cou, pleurant sans honte. Sophie avec les 2 mains agrippées à celles d'Élise, avec une force que rien ni personne ne pourrait relâcher. Et Louise, la tête enfouie dans l'épaule d'Élise, répétant doucement « Élie, Élie, Élie », comme si le mot était une encre qu'il fallait tester plusieurs fois pour confirmer qu'elle existait toujours. Le garde regarda Gaspard, attendant une instruction. Gaspard n'en donna aucune, car il n'y avait aucune instruction possible pour ce moment. Il n'y avait que la vérité, simple et irréductible, se déroulant sur le sol de service de son hôtel particulier, tandis qu'il restait immobile sur l'escalier, avec le poids de 3 semaines d'erreur grandissant dans sa poitrine, avec l'implacabilité silencieuse des choses que l'on a essayé de ne pas voir, mais qui existaient de la même manière. Élise ne demanda rien cette nuit-là. Elle n'exigea aucune explication, ne réclama aucune réintégration, ne posa aucune condition. Elle resta avec les filles jusqu'à ce que les 3 s'endorment. D'abord Valentine, qui lutta contre le sommeil, avec l'énergie caractéristique de qui ne veut rien manquer. Ensuite Sophie, qui s'endormit la main toujours serrant celle d'Élise. Puis Louise, qui dormit d'une manière qu'elle n'avait pas dormi depuis des semaines, sans les contorsions anxieuses des cauchemars, le visage détendu dans une paix simple et totale. Élise se releva, ajusta les couvertures, resta un moment immobile à la porte de la chambre, regardant les 3 dans l'obscurité avec cette quiétude de qui garde quelque chose pour toujours. Puis elle s'en non par la porte principale, non par la porte de service. Gaspard était descendu et se trouvait dans le salon, et il y avait entre eux un silence qui n'était pas vide. Il était rempli de tout ce qui aurait besoin d'être dit, mais cette nuit spécifique n'était pas encore la nuit pour le dire. Élise passa devant lui sans s'arrêter, puis s'arrêta. Sans se retourner, elle dit une seule chose. Louise a parlé. Gaspard la regarda s'éloigner dans le couloir, avec la certitude calme et dévastatrice qu'il avait passé des semaines à croire la mauvaise personne, au sujet de la personne la plus authentique qui était entrée dans cette maison en 4 ans, et que le chemin du retour de cette erreur n'était pas court, pas facile, mais commençait exactement là, dans ce couloir, cette nuit-là, avec ses filles dormant à l'étage pour la première fois, sans se tordre d'angoisse. Cette nuit-là, après que les filles eurent dormi, et qu'Élise fut partie dans le couloir, comme quelqu'un qui porte un adieu sans nom, Gaspard Beaumont resta immobile dans le salon pendant un temps qu'il ne sut mesurer. L'horloge murale indiquait une heure qui n'avait pas d'importance. La maison était silencieuse, mais c'était un silence différent de l'ordinaire. Non pas le silence vide de l'absence, mais le silence rempli de qui vient de voir quelque chose qui ne peut être revu avec les mêmes yeux. Il était descendu l'escalier, s'attendant à tout, une employée licenciée causant un problème, une situation qui nécessiterait d'être contrôlée, une narration que Camille avait prévue et qu'il devrait gérer. Ce qu'il trouva était différent. Il trouva 3 de ses filles courant vers une femme qu'il avait expulsée de sa propre maison, et la plus jeune d'entre elles, ouvrant la bouche et prononçant un mot avec cette voix rauque de qui n'avait pas parlé depuis des semaines. Cela ne se gérait pas, cela se portait. Le lendemain matin, Gaspard ouvrit le système de contrôle d'accès de l'hôtel particulier avec la précision méthodique de qui ne veut pas trouver ce qu'il cherche, mais qui a découvert que vivre sans trouver est pire que ce qui est trouvé. Il avait appris à utiliser cette ressource des mois auparavant lorsque Camille l'avait présentée comme une mesure de sécurité raisonnable, avec un naturel si calculé que personne n'avait demandé de justification. Maintenant il comprenait, l'estomac noué, que le naturel faisait partie du calcul. Il révisa les registres avec le soin de qui lit un contrat qu'il soupçonne d'être vicié, ligne par ligne, heure par heure, pièce par pièce. Et puis il trouva ce que Camille avait laissé sans s'apercevoir qu'elle le laissait, ou peu, être en s'en apercevant et en pariant qu'il ne serait jamais le genre d'homme qui vérifierait. Le registre de son accès à la pièce du bureau 2 jours avant la disparition du bijou, sans raison documentée, sans mention ultérieure, juste une heure et un nom et un silence autour qui commençait à peser d'une manière complètement différente. Gaspard resta à regarder cette ligne à l'écran assez longtemps, pour qu'elle perde son aspect de données et prenne celui de choses réelles. Il tenta de construire une explication qui ait un sens et qui ne soit pas l'explication qui grandissait en lui avec l'implacabilité des choses que l'on ne veut pas accepter et qui existent de la même manière. Il révisa la conversation qu'il avait eue avec Camille dans le bureau cet après-midi-là. Les mots, le ton, la neutralité stratégique avec laquelle elle avait présenté les incohérences dans les registres. La façon dont elle avait prononcé le nom d'Élise, sans emphase, comme qui mentionne une preuve objective et non une personne en chair et en os. Il avait cru à ce ton,
Il avait laissé ce ton faire le travail que les arguments à eux seuls ne feraient pas. Et maintenant, avec l'écran montrant ce qu'il montrait et le souvenir de Louise, disant « Ellie » résonnant dans le couloir de la nuit précédente, Gaspard comprit qu'il avait été guidé par quelqu'un qui savait exactement où elle allait et l'avait entraîné sans qu'il s'aperçoive qu'il était guidé. Il confronta Camille le lendemain après-midi, un après-midi où elle était arrivée avec la régularité fabriquée de toujours, avec un sourire que Gaspard regarda cette fois avec des yeux différents. Non pas les yeux de qui aime, mais les yeux de qui finit par arrêter de regarder le sourire et commence à regarder ce qui se trouve derrière. Il n'éleva pas la voix, il ne l'élevait jamais. Il montra les données avec la froideur clinique qu'il utilisait lors des réunions d'affaires. Lorsque l'autre partie avait tenté quelque chose qu'elle n'aurait pas dû tenter, et qui était, au fond, le langage que Gaspard maîtrisait mieux que tout autre, le langage des faits sans fioriture. Camille écouta, puis tenta l'angle de l'explication raisonnable. Peu. Être était-elle entrée dans cette pièce pour une raison qu'elle n'avait pas mentionnée? Peu. Être sa mémoire la trompait-elle sur ces détails? Puis elle tenta l'angle de l'indignation. Que Gaspard douta d'elle après tout, après l'effort, après les projets qu'ils avaient construits ensemble. Gaspard écoutait les mots, et n'écoutait pas les mots. Il regardait le visage de quelqu'un qui avait menti sur une personne innocente avec une précision qui ne laissait aucune place à l'accident. Et ce qu'il ressentait n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus froid et de plus permanent. La reconnaissance qu'il n'avait jamais connue, celle qui se trouvait devant lui. Le bijou apparut 2 jours plus tard. Il se trouvait dans un compartiment d'une valise de Camille qu'elle avait laissée dans la chambre d'amis lors d'un de ses séjours, non pas caché avec soin, mais gardé avec l'arrogance de qui n'imagina jamais être cherché. Gaspard le trouva non par intuition, mais parce qu'il avait commencé à chercher pour de bon, avec l'attention prolongée de qui a finalement décidé qu'il préférait savoir, plutôt que préférer ne pas savoir. Il tint la pièce un instant. La petite broche en or blanc avec la pierre bleue qui avait appartenu à sa mère, qui avait survécu à 22 ans de tiroir fermé, et qui maintenant était là comme la preuve la plus concrète d'un mensonge qui avait coûté des semaines au silence de Louise, aux nuits sans sommeil de Sophie, à l'appétit perdu de Valentine. Il y avait quelque chose dans cet objet petit et froid dans la paume de sa main qui réorganisait toute l'histoire d'une manière qui n'avait plus besoin d'aucun mot supplémentaire. Élise avait été accusée, jugée et licenciée sur la base d'une architecture de mensonges si bien construite qu'elle avait paru raisonnable, et il l'avait cru. C'était le vrai poids. Camille quitta la vie de Gaspard sans la scène qu'elle avait préparée, car Gaspard n'était pas là pour la recevoir. Quand elle arriva pour la conversation finale avec le répertoire d'une femme qui sait user de l'émotion comme argument, elle trouva quelqu'un qui avait quitté cet espace avant qu'elle n'y entre. Non physiquement, mais de la manière qui importe. Gaspard était ailleurs en lui-même, dans un endroit qui n'avait pas d'accès garanti à quiconque avait agi comme elle. Elle tenta le pardon demandé avec des larmes qui pouvaient être réelles ou construites. Et Gaspard réalisa que c'était la première fois qu'il ne parvenait pas à distinguer et que c'était aussi une information. Il dit simplement qu'elle devait partir, sans cri, sans jugement à voix haute, sans la cruauté que l'injustice éveille parfois chez les gens quand elle les atteint enfin. Simplement la vérité nue, qu'elle devait partir. Camille partit, et l'espace qu'elle laissa était grand seulement dans la structure, dans la substance. Ce qui y était avait été vide depuis avant. Cet après-midi-là, Gaspard resta assis dans le bureau pendant un temps considérable, sans ouvrir aucun document, sans répondre à aucun appel, sans faire aucune des choses qu'il avait toujours faites dans cet espace, comme moyen de ne pas avoir à faire les autres. Il laissa le silence exister sans le remplir, et dans ce silence, avec une honnêteté douloureuse, il fit l'inventaire de ce qu'il avait mal fait. Non l'inventaire de gestion, non la liste des actions correctives, mais l'inventaire moral, celui qui n'a pas de tableau, et ne se termine pas par une solution efficace. Il avait cru à la version commode. Il avait laissé la voix la plus articulée remplacer l'évidence la plus vraie. Il avait vu ses filles souffrir pendant des semaines, et attribué cette souffrance à l'adaptation, à la transition, à tout ce qui n'impliquait pas de reconnaître qu'il avait été l'agent direct de cette souffrance. Et il y avait une femme qui avait passé des mois à s'occuper de ses filles, avec un dévouement qui ne lui demandait rien en retour, qui était sortie par la porte de service sans faire de scène, sans réclamer, sans faire ce qu'elle aurait eu tout à fait le droit de faire, et qui était revenue quand même la nuit, sans emploi, sans garantie, parce que Louise avait arrêté de parler. Cela n'avait plus besoin de plus. D'analyse, il fallait une réponse. Gaspard alla chercher Élise un jour de semaine sans prévenir dans un quartier populaire que le GPS le mena jusqu'à une rue pavée et usée
avec des cordes à linge entre les fenêtres et l'odeur du pain frais venant de la boulangerie. Du coin, il sonna à l'interphone de la maison où elle partageait la chambre avec une autre jeune femme et attendit les mains dans les poches, comme quelqu'un qui n'est pas sûr de ce qu'il va trouver de l'autre côté, mais qui sait qu'il était temps d'arrêter d'être sûr des mauvaises choses. La colocataire ouvrit la porte et le regarda avec ce mélange de reconnaissance et de méfiance, qui est l'expression naturelle de qui voit arriver quelqu'un qui a plus que vous et apparaît à votre porte sans prévenir. Élise apparut au fond du couloir et resta immobile. Ella n'avanza pas, ne recula pas. Elle resta exactement où elle était, les bras le long du corps, et ce regard qui voyait plus que les mots n'arrivait, attendant qu'il fasse ce qu'il était venu faire. Gaspard parla. Il dit qu'il s'était trompé. Il dit qu'il le savait. Il dit qu'il n'avait pas le droit de demander quoi que ce soit. Il dit que les filles avaient besoin d'elle. Et que lui aussi, sans savoir complètement comment, sans être sûr des mots justes pour cela, mais avec l'honnêteté simple de qui a finalement cessé d'essayer de paraître plus qu'il n'est. Élise l'écouta sans l'interrompre. Puis elle posa une seule question. « Les filles vont bien ?» Et Gaspard, pour la première fois depuis longtemps, répondit sans calculer ce que la réponse dirait de lui. « Non, mais je veux qu'elle le soit. » La transformation de Gaspard Beaumont ne fut pas un éclair. Ce fut l'accumulation patiente et douloureuse de toutes ces semaines. Le silence de Louise dans le couloir d'en haut, les cauchemars de Sophie à 3 heures du matin, l'assiette de Valentine avec la nourriture intacte, la scène à la porte de service avec les 3 filles agrippées, à une femme qu'il avait expulsée sur la base de mensonges qu'il avait choisi de croire. Ce qui s'est passé dans ce simple couloir du quartier populaire n'était pas une révélation instantanée. Ce fut le moment où il dit enfin tout haut ce qu'il avait déjà commencé à savoir en lui bien avant, qu'il s'était trompé sur des choses qui ne se corrigent pas avec une indemnité, ni avec une nouvelle embauche, qu'il avait confondu l'absence de preuves visibles avec l'absence de problèmes réels, que 3 filles de 5 ans avaient construit avec une femme de ménage de 29 ans, quelque chose qu'il n'avait pas réussi à construire avec tout l'argent et toute la structure. Et toute l'équipe que le monde des grandes maisons offre, non pas par manque de ressources, mais par manque de sa présence, disponible, sans le verre dépoli entre lui-même et ce qu'il avait besoin de voir, et que le chemin du retour de cette erreur n'était pas une décision d'affaires. C'était un choix de père, un choix qui commençait exactement là, à cet instant, dans ce couloir, avec l'odeur du pain frais et des cordes à linge entre les fenêtres, avec la seule réponse honnête qu'il avait donnée depuis des années, résonnant entre eux deux. Elles ne vont pas bien, mais je veux qu'elles le soient. Élise revint à l'hôtel particulier des Beaumont un lundi matin sans uniforme bleu, sans sceau, sans l'invisibilité qu'elle avait portée toute sa vie comme une seconde peau. Elle revint avec son jean, son simple chemisier et le même regard qu'elle avait toujours eu. Ce regard qui voyait les gens avant de voir quoi que ce soit d'autre. Gaspard l'attendait à la porte principale, pas à la porte de service. Et ce petit détail en disait plus que n'importe quel discours qu'il aurait pu préparer. Il n'y avait pas de fleurs, pas de documents signés, pas de cérémonie. Il y avait 3 filles descendant l'escalier, en criant à toute vitesse que les nourrices n'essayèrent pas de retenir. Valentine en tête, comme toujours. Sophie, juste derrière, avec cette expression de qui connaissait déjà la fin avant d'y arriver, et Louise en dernier. Mais cette fois, Louise ne resta pas immobile. Elle courut aussi, les bras ouverts. Et quand elle arriva à l'étreinte, elle dit Élie d'une voix qui n'était plus rauque, plus hésitante. C'était une voix d'enfant qui avait réappris qu'elle pouvait être utilisée. Gaspard resta immobile sur le seuil, observant cette scène les mains dans les poches et quelque chose sur son visage que les filles n'avaient jamais vu là. Ce n'était pas le visage du père qui fonctionne, c'était le visage du père qui ressent. Et cette petite différence de l'extérieur était énorme de l'intérieur. Les jours qui suivirent furent la construction lente et réelle de quelque chose que l'hôtel particulier n'avait jamais eu en 4 ans de fonctionnement parfait. Le désordre avec un sens. Valentine découvrit qu'Élise savait jouer au jeu des petites pierres qu'elle avait inventées dans le jardin, et elles passèrent un après-midi entier accroupies dans la terre sans que personne ne consulte l'heure ou ne eliticor. Vérifie s'il y avait une autre activité au calendrier. Sophie commença à montrer à Élise tous les dessins qu'elle avait gardés dans ses carnets, y compris ceux des figures sans cercle, ceux des familles où il manquait toujours quelqu'un. Et Élise regarda chacun avec l'attention prolongée de qui sait que ce que l'enfant crée avec ses mains dit ce que la bouche n'a pas encore appris à dire. Louise retrouva sa voix avec la gradualité patiente de qui revient d'un endroit sombre. D'abord des monosyllabes, puis des phrases courtes,
Puis un jour, une longue question pleine de détails sur ce qui était arrivé aux petites pierres qu'elle avait laissées dans la poche du tablier d'Élise avant que tout ne tourne mal. Élise répondit qu'elle avait gardé chacune d'elles. Louise alla dans sa chambre, revint les mains fermées et ouvrit ses paumes, montrant les petites pierres, les mêmes, comptées comme qui rend quelque chose qu'elle avait prêté pour un long voyage et qui maintenant retrouvait sa juste place. Gaspard Beaumont mit du temps à apprendre à s'asseoir par terre, mais il apprit d'un coup, non sans des moments où l'habitude des années le faisait se raidir quand il aurait dû se détendre. Mais il apprit. Il découvrit que Sophie préférait l'orange, non pas parce que c'était la couleur la plus joyeuse, mais parce que c'était la couleur du ciel au moment exact où le soleil se couche et que le jour n'est pas encore complètement terminé, et que cette explication donnée avec le sérieux de 8 ans sur un visage de 5 était la chose la plus précise que quelqu'un lui ait dite depuis longtemps. Il découvrit que Valentine ne dormait pas la lumière éteinte parce qu'elle avait besoin de voir la photo de sa mère sur la table de chevet pour ne pas oublier son visage pendant la nuit, et que cette peur si spécifique et si raisonnable avait existé pendant des années sans qu'il le sache, dormant dans une chambre dans le même couloir. Il découvrit que Louise gardait des petites pierres dans la poche de son pyjama, non par hasard, mais parce qu'Élise lui avait enseigné sans enseigner que les belles choses que l'on trouve sur son chemin méritent d'être emportées. Gaspard apprit à connaître ses enfants comme on apprend une nouvelle langue, avec des erreurs, avec patience, avec l'humilité de qui sait que la fluidité prend du temps, et qu'abandonner en cours de route est la seule erreur qui ne peut être corrigée. Il y eut une conversation entre Gaspard et Élise, qui se déroula un après-midi de pluie fine dans la cuisine, pendant que les filles dormaient. Elle n'était pas planifiée, n'eut pas de début marqué, n'eut pas la formalité des choses que les gens organisent quand ils doivent dire quelque chose de difficile. Elle commença avec le café que Gaspard fit avec la maladresse tranquille de qui apprend à faire les choses à sa manière, sans déléguer, et qui fut trop fort. Élise ajouta de l'eau chaude et ne dit rien à ce sujet. Et dans le silence confortable qui existait autour de ces 2 tasses, Gaspard dit qu'il savait qu'une demande de pardon ne défaisait pas des semaines, ne défaisait pas le silence de Louise, ni les cauchemars de Sophie, ni l'appétit perdu de Valentine, et qu'il avait passé un temps considérable à essayer de construire une manière de dire cela qui sonne comme le poids réel qu'il portait. Et il n'avait pas trouvé parce que le poids réel était exactement cela. Il n'y avait pas de mot juste. Élise resta silencieuse un instant. Puis elle dit qu'elle savait distinguer quand quelqu'un s'excuse parce qu'il a besoin de se sentir mieux, et quand il s'excuse parce qu'il veut que l'autre personne sache que ce qui s'est passé était mal. Elle dit que c'était le 2e type, et que c'était suffisant. Un dimanche après-midi, sans rien de spécial au programme, un genre d'après-midi que l'hôtel particulier des Beaumont avait enfin appris à avoir. Louise entra en courant dans le salon avec un papier plié dans les mains et une urgence qui n'admettait pas d'attente. C'était un dessin au feutre, 4 grandes silhouettes, 3 petites silhouettes, toutes à l'intérieur du même cercle tracé avec le rouge le plus épais de la trousse. Gaspard demanda qui c'était. Louise sourit. Sophie leva les yeux de son livre. Avant, on ne dessinait que 3. Valentine ferma le sien avec un bruit dramatique qui était entièrement le sien, parce qu'il manquait quelqu'un. Il n'y avait plus rien à ajouter et personne n'ajouta rien. Le jardin de l'hôtel particulier des Beaumont restait identique à l'extérieur, symétrique, parfait, avec les arbustes taillés et les fleurs aux angles calculés. Mais à l'intérieur, il y avait du bruit, il y avait du désordre, il y avait des petites pierres dans la poche du pyjama de Louise, et une photo d'Anne souriante dans le couloir, et un dessin avec 7 silhouettes à l'intérieur d'un cercle rouge épinglé au réfrigérateur avec un aimant en forme de fruit. Et cette différence complètement invisible depuis l'extérieur du haut mur changeait absolument tout.